Mon invité du jour est Morgan Lotz. Il nous présente son ouvrage « La Constitution de la République islamique d'Iran » qui est publié aux éditions Perspectives Libres. Bonjour Morgan Lotz. Bonjour. Eh bien alors, cet entretien va s'articuler en trois parties. On va voir tout d'abord l'histoire de la révolution islamique. Ensuite, nous allons aborder des points de la Constitution, puisque c'est le sujet phare de cet ouvrage. Et enfin, on reviendra sur quelques points d'actualité qui tournent autour de la République islamique d'Iran. Alors, tout d'abord, sur l'histoire de la Révolution, est-ce que vous pouvez nous replacer le contexte de cette révolution islamique qui se passe à la fin des années 70 ? Est-ce que quelques dates et quelques points de repère sur le régime précédent, l'avènement du nouveau régime, qu'en est-il ? Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager des connaissances sur l'Iran, qui est un pays malheureusement diabolisé avec une histoire qui est fort méconnue. Donc, pour répondre à votre question sur la Révolution, celle-ci n'a pas débuté tout à fait en 1979. On peut fixer le mouvement fondateur du processus révolutionnaire en mars 1963 avec le massacre de l'école Feyzieh. Donc, en cette année 1963, le Shah Mohammad Reza Pahlavi, donc qui règne depuis 1941, choisit de mettre en place une série de réformes que l'on appelle la Révolution blanche. Donc celle-ci est en grande partie dictée par une certaine volonté américaine de construire un Iran fantasmé, un Iran qu'il souhaiterait voir plutôt que l'Iran réel. Donc le 22 mars 1963 a lieu à l'école Feyzieh, qui est une école théologique construite sous l'époque safavide, la célébration du deuil du 6e imam Jafar al-Sadiq. Et lors de cette célébration, l'école est attaquée par les forces gouvernementales, sur ordre du Shah. Donc nombre important de pèlerins et d'étudiants vont être tués. Et cela va provoquer une onde de choc dans la société iranienne, puisqu'on a un pouvoir monarchique qui se raidit et qui devient de plus en plus autoritaire. Donc le 3 juin suivant a lieu le deuil d'Ashura, donc qui commémore le martyre du 3e imam Hossein. Et Khomeini va faire un sermon public dans lequel il prédit au Shah sa chute à venir s'il ne change pas de politique. Donc les événements vont dès lors s'accélérer. Khomeini est arrêté 2 jours plus tard, à 3h du matin, alors qu'il officie sa prière de la nuit, et incarcéré à Téhéran. Donc la réponse populaire ne va pas se faire attendre, et plus de 100 000 manifestants vont scander à Téhéran « Mort au dictateur, que Dieu vous sauve Khomeini, mort à l'ennemi sanguinaire ». Donc, en réponse, le Shah va décréter la loi martiale et ordonner à sa garde de réprimer les manifestations, avec pour ordre de tirer pour tuer. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement du 5 Khordad. Et là, on est en quelle année ? On est en 1963. Donc, Khomeini a donc été arrêté. Le Premier ministre, qui était à l'époque M. Assadollah Alam, et le général Nematollah Nassiri font pression sur le Shah pour qu'il exécute Khomeini. Et c'est le directeur de la SAVAK à l'époque, le général Hassan Pakravan, qui va convaincre le Shah de l'épargner. Donc la SAVAK qui est la police secrète du Shah, police politique, donc qui est connue pour ses arrestations arbitraires, ses tortures et ses meurtres. Donc Pakravan a bien saisi la situation que si Khomeini était exécuté, cela risquait de mettre le feu aux poudres en Iran. Donc avec l'aide de l'ayatollah Shariat Madari, ils vont parvenir à le faire nommer à la dignité d'ayatollah, qui est le degré le plus important dans le clergé islamique chiite. Et Khomeini va donc être transféré après 19 jours de prison dans une base militaire et en résidence surveillée. Et il ne regagnera la ville de Qom, donc qui est une ville sainte qui se trouve à peu près 100 km au sud de Téhéran, seulement le 7 juin 1964. Khomeini ne va pas s'arrêter là, il va continuer et il va être ensuite exilé en Irak. Mais ce qu'il veut alors, Khomeini, c'est changer de mode de gouvernement, changer de gouvernant. Qu'est-ce qu'il veut ? Quelles sont ses intentions ? Dans un premier temps, c'est rappeler au Shah que la politique d'occidentalisation met en danger la culture iranienne et également la culture religieuse du pays. Donc, cette politique d'occidentalisation date déjà du précédent Shah, donc le père de Mohammad Reza Pahlavi, qui s'appelait Reza Shah, qui a régné de 1925 jusqu'en 1941 et qui avait forcé une politique d'occidentalisation en Iran, notamment en interdisant le foulard. C'est ce qu'on a appelé le kafché hijab, la politique du dévoilement. Donc la mainmise
américaine en Iran est de plus en plus importante. On peut citer notamment la loi de capitulation, qui est proclamée en 1964 et qui confère aux troupes américaines une immunité totale. C'est-à-dire qu'à partir de 1964, un Américain qui commet un crime ou un délit en Iran ne peut pas être poursuivi par la justice iranienne. Donc Khomeini va s'insurger, la population va également s'insurger contre ça, sachant qu'il y a eu beaucoup d'affaires de viol qui ont été passées sous silence et dont les responsables ne seront jamais jugés et sont à l'heure actuelle toujours impunis. Donc le Shah va ensuite décréter le parti unique, donc le parti de la Renaissance iranienne, et tout autre parti politique sera formellement interdit. Donc quand on présente l'Iran monarchique comme un pays démocratique, c'est totalement faux. À l'époque, il y a un seul parti politique. Aujourd'hui, il y a plus de 238 formations politiques sous la République islamique. Et cette opposition qui naît dans les années 60, elle met 15 ans, une quinzaine d'années à mûrir pour parvenir à ses fins. Et qu'est-ce qui va forcer le destin? Qu'est-ce qui va forcer le départ du Shah? Quels sont les événements, les derniers événements? Alors c'est normalement la répression féroce. Alors on peut citer l'assassinat de l'ayatollah Mohammad Reza Saidi, qui a été assassiné d'une manière très particulière, puisqu'il a été torturé par la SAVAK, et il a été frit dans de l'huile, membre par membre. D'ailleurs, le corps sera rendu démembré à la famille. Amnesty International qui dit en 1975 « Le bilan d'aucun autre pays n'est aussi noir que celui de l'Iran en matière de droits de l'homme ». Donc on voit que le régime du Shah s'est durci, et il va jusqu'à commettre des assassinats à l'étranger, notamment celui de l'intellectuel Shariat Madari en juin 1977, qui sera assassiné à Londres. Et ce qui va véritablement faire exploser la situation, c'est le 7 janvier 1978, lorsqu'est publiée une lettre injurieuse vis-à-vis du fondement sacré du clergé, et en particulier de l'imam Khomeini, qui est personnellement attaqué. Donc il est présenté comme un homosexuel, comme un pédophile, même un zoophile. Et cela va accélérer le mouvement et provoquer une explosion de colère qui va être, pour sa part, très violemment réprimée par la police du Shah. Mais parmi les groupements, les organisations qui veulent renverser le Shah, il n'y a pas que les partisans de Khomeini, mais il y a également des communistes, il y a d'autres mouvances politiques. Quelles sont-elles? Alors il faut bien comprendre que la révolution islamique, ce n'est pas Khomeini contre le Shah, c'est tous les opposants au Shah contre le Shah. Et Khomeini va se dégager parmi ses opposants comme la figure la plus charismatique et qui est capable de rassembler l'ensemble de la rébellion contre le régime monarchique. Et donc on trouve des communistes, donc le parti Toudeh, qui était le parti communiste iranien, on trouve des moudjahidines du peuple iranien, donc qui va devenir, après 1980, un groupe terroriste, qui va commettre de nombreux assassinats, nous y reviendrons plus longuement dans la suite de cet entretien. Et le Shah va quitter l'Iran le 16 janvier 1979, pensant que cela va calmer la situation. Donc c'est le Premier ministre Shapur Bakhtiar, nouvellement nommé, qui va tenter de réparer ce qui est encore réparable, mais ça échouera. Les 10 et 11 février 1979 sont considérés comme la victoire de la Révolution. Cela fait 10 jours que Khomeini a quitté Neauphle-le-Château en France et a regagné Téhéran. Et ces 10 jours vont être assez anarchiques. Ça va être une lutte entre les factions révolutionnaires et les factions encore fidèles au Shah pour finalement s'imposer le 11 février. Donc cette révolution aura fait plus de 60 000 martyrs sur ces 4 années et plus de 100 000 blessés et invalides. Et les partisans du Shah qui resteront en Iran feront l'objet de jugements. Une partie d'entre eux seront éliminés. Oui. Et ça a pu peut-être aussi alerter l'opinion internationale d'une certaine manière. Il y a eu une justice qui a parfois peut-être été un peu expéditive, comme dans toute forme d'épuration, non? Donc il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, où l'Iran est un pays devenu anarchique, qui est dirigé par des comités révolutionnaires qui agissent selon leur idéologie politique et qui ont leur zone d'influence. Donc il va y avoir une sorte d'épuration sauvage, comme ce que la France a connu en 1944, et une épuration judiciaire dans le cadre d'un appareil judiciaire d'État. Donc on peut penser à l'exécution de l'ancien Premier ministre Oveïda, qui a été fusillé très rapidement, ainsi que 4 généraux qui dirigeaient la police, l'armée, et qui avaient des responsabilités dans les répressions des années précédentes.
Et de cette révolution va naître le sujet qui nous intéresse, c'est cette constitution de la République islamique d'Iran. Alors, qui rédige cette constitution? Comment arrive-t-elle? Quelles sont les influences qui vont participer de son élaboration? Donc l'ayatollah Khomeini avait notamment décrit dans son livre Le gouvernement islamique les premières bases de ce nouveau régime. Mais il est important de noter que ce n'est pas une république islamique qui va s'imposer comme ça tout de suite sur ordre du nouvel homme fort de l'Iran. Il y a un premier référendum les 30 et 31 mars 1979 qui seront approuvés à 98,2% par 12 millions d'électeurs, dont 1,7 million de jeunes âgés de moins de 18 ans, parce que le droit de vote avait été abaissé à l'âge de 16 ans. C'est toujours le cas pour les élections régionales? C'est 15 ans. Ouais, d'accord. On pourra y revenir après. Et donc, cette question, c'était voulez-vous d'une république islamique? Ce n'est pas encore la constitution actuelle. Donc, les Iraniens se sont prononcés en faveur d'une république islamique, et dès lors va se mettre en place la rédaction de cette constitution. Et dans cette première bouture du texte, le rôle du clergé n'est pas important. Il faut savoir que Khomeini va refuser de modifier le texte et proposer de le soumettre soit au peuple par référendum, soit à un conseil de 40 représentants. Donc les partis de gauche vont refuser cette procédure et réclamer la soumission du texte à une assemblée constituante, en conséquence de quoi est créée le 18 août 1979 une assemblée constituante qui deviendra par la suite l'organe délibératif de la République islamique d'Iran. Donc elle est dominée en grande partie par les clercs, qui appartiennent pour beaucoup au Parti républicain islamique, et eux vont modifier le brouillon de la Constitution afin de donner un rôle plus important au clergé. Cela ne va pas plaire au Premier ministre Mehdi Bazargan, qui a donc succédé à Shapur Bakhtiar, qui va demander à Khomeini de dissoudre cette assemblée, ce que l'ayatollah Khomeini refusera. Donc le 15 novembre, l'Assemblée des experts a achevé ses travaux, et la Constitution est présentée au peuple par référendum les 2 et 3 décembre 1979. Elle sera approuvée par 98% des suffrages exprimés. Donc il y a eu au total 2 référendums pour mettre en place cette Constitution. La première élection présidentielle a lieu le 25 janvier 1980 et verra l'élection d'Abdolhassan Bani Sadr avec 75% des voix. Il prendra ses fonctions en février. Qui lui l'emportera contre un religieux, parce que c'est un laïc. C'est un laïc proche de Khomeini et il va l'emporter contre l'amiral Ahmad Madani, qui est à l'époque dirigeant de la marine iranienne. Et cette constitution garde un président et un premier ministre dans un premier temps. Jusqu'en 1989. Et le premier ministre sera évincé. Et en fait, dans votre livre, vous évoquez la proximité avec la Ve République en France. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il y a une proximité? Parce que finalement, est-ce que le guide suprême ne serait pas l'équivalent du président chez nous et le président iranien serait l'équivalent de notre Premier ministre? Comment vous expliquez ça? Ça a évolué comme ça dans les années 90. Donc il faut bien comprendre que la République islamique d'Iran, c'est un système politique de type républicain. Donc de ce point de vue, il s'inspire de la Ve République française. Mais c'est un régime de type républicain qui mêle à la fois les principes islamiques, avec une direction présidentielle unitaire, nous l'avons dit, et à la fois de manière constitutionnelle et théocratique. Donc, ce qu'ils appellent parfois une théodémocratie. On peut utiliser ce terme, mais il faut bien comprendre que la République islamique se base sur 2 sources légitimes. La première, c'est la souveraineté du peuple, et la seconde, c'est la volonté divine. Nous ne sommes pas dans un régime laïque comme en France, mais si cette révolution a triomphé, c'est parce que Dieu le voulait pour l'Iran. Donc elle se compose d'un dirigeant religieux, ce qu'on appelle le guide de la révolution. Donc il s'agit du plus haut responsable politique et religieux. Donc ce guide de la révolution, c'est le Velayat Fari, littéralement la tutelle du jurisconsulte. Donc il faut savoir que Khomeini considérait que la jurisprudence islamique ne pouvait en aucun cas être confiée à des personnes qui l'ignoraient ou qui étaient incompétentes pour la préserver. Donc selon cette pensée du Velayat Fari, seuls les juges et les érudits peuvent donc assumer de telles responsabilités. En fait, Khomeini veut que le pouvoir religieux prime sur le pouvoir politique. Et ça s'inscrit en rupture avec une partie du monde chiite, notamment les chiites quiétistes, il me semble, qui eux veulent presque séparer le religieux du politique. Est-ce que finalement la révolution
islamique en Iran n'a pas été non seulement une révolution politique, mais aussi une révolution religieuse par rapport à d'autres chiites. Je pense notamment en Irak, des ayatollahs qui sont pour une quasi-laïcité, avec les guillemets nécessaires. Donc cette révolution, c'est aussi une révolution dans le monde islamique, non ? Tout à fait. Alors il faut savoir que pour la tradition chiite, le domaine religieux doit avant tout être nécessairement séparé du domaine politique, jusqu'à l'arrivée du 12e imam, qui est l'imam caché, le Mahdi, donc celui qui reviendra à la fin des temps rétablir la justice dans une terre qui sera complètement corrompue. Donc pour le chiisme, la parousie de cet imam caché, c'est une attente de chaque croyant qui considère que cet imam caché n'a pas véritablement disparu, il est en occultation. Donc dans le chiisme traditionnel, c'est une position quiétiste qui est adoptée. Normalement, le chiite ne fait pas de politique. Les hadiths des imams chiites le disent très bien, ne faites pas de politique, c'est la voie vers la corruption et donc l'égarement. Mais Khomeini va réfléchir sa pensée de façon à ce que le religieux soit un cadre dans lequel évolue le pouvoir, entre guillemets, laïque. Parce qu'il a assisté toute sa vie aux déviances, notamment du régime monarchique, qui, pour beaucoup de religieux, allait à l'encontre des intérêts de l'islam. Et par conséquent, conduisait les croyants sur la voie de l'égarement. Cependant, Khomeini demeure sur la réserve concernant la participation directe du clergé au sein du gouvernement. C'est-à-dire que Khomeini, il veut donc un guide de la révolution qui soit forcément un religieux, mais un président qui soit un laïc. C'est pour ça que les deux premiers présidents, messieurs Bani Sadr et Rajaï, ont été des laïcs. Malheureusement, la stabilité politique en Iran ne va pas évoluer de manière favorable et de nombreux attentats vont être commis par une organisation terroriste qui s'intitule les Moudjahidines du peuple iranien, qui vont notamment assassiner des membres du gouvernement via des attentats, des assassinats ciblés, et notamment le second président de la République, M. Rajaï, en 1981. Il y a également le déclenchement de la guerre Iran-Irak. Donc le nouveau régime iranien est fortement ébranlé, et Khomeini va être obligé de placer ses hommes de confiance à la tête des institutions, et c'est ainsi que le premier président religieux sera élu en 1981, c'est l'ayatollah Ali Khamenei, qui succédera d'ailleurs à Khomeini après son décès en 1989 au poste de guide de la révolution. C'est une passation de pouvoir qui pourrait être aussi celle qu'on aura prochainement, puisque l'ayatollah actuel, le président actuel qui est arrivé en 2021, lui avait été pressenti pour être guide après l'actuel guide. Donc c'est possible que cette affaire se répète d'une certaine manière. Tout à fait. Après, il y a plusieurs prétendants en quelque sorte. Mais rien n'est fixé. Peut-être que Khomeini désignera un dauphin. Ou alors c'est assez actuel en Iran dans le débat. Certains proposent que le prochain guide de la révolution soit élu par le peuple, parmi des candidats qui soient désignés par l'Assemblée des experts. Nous verrons ce que c'est tout à l'heure. Donc, Assemblée des experts qui ferait passer une sorte d'examen théologique et politique aux candidats, et parmi ceux qui réussiraient, donc qui prouveraient leur capacité à diriger l'Iran, soient élus par le peuple. Alors justement, on a des petits schémas qui sont faits plus ou moins clairs sur Internet, où on voit les différentes institutions. Donc il y a cette fameuse assemblée des experts dont vous parlez, il y a le président, le gouvernement, il y a le guide suprême qui est le guide de la révolution. Parce que le guide suprême, vous le dites dans votre ouvrage, c'est pas le terme officiel, c'est celui qu'on utilise plus couramment. Et il y a d'autres organisations comme le Conseil des gardiens, le Conseil de discernement. Comment tout cela s'articule finalement? Qui est à l'initiative de la loi? Est-ce que c'est le Parlement ou est-ce que c'est le président qui propose? Comment ça se C'est le Parlement. Donc, nous l'avons vu, la République islamique, c'est un cadre religieux, mais à l'intérieur, c'est un tableau semblable au nôtre, c'est un tableau républicain. Donc on y trouve le président de la République islamique d'Iran, donc qui est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. On trouve également un parlement, le Majlis, de son intitulation exacte, l'Assemblée consultative islamique, donc, qui regroupe 270 membres, élus au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans également. Donc alors ce sera l'occasion justement de l'évoquer vite fait, dedans il y a des minorités qui sont représentées de droit. Oui. C'est le cas des chrétiens. Des chrétiens, des juifs et des zoroastriens. D'accord, oui.
Donc, les minorités religieuses, donc qui sont en Iran, les zoroastriens, les juifs, les chrétiens, arméniens, chaldéens et assyriens, déjà sont reconnus par l'article 13 de la Constitution, qui leur garantit le droit de professer librement leur culte et de constituer des sociétés religieuses. Mais qui n'ont pas le droit, en revanche, de tenter de convertir. Non, le prosélytisme est interdit. Sans prosélytisme, mais c'est un point quand même de différenciation assez important pour les détracteurs de l'Iran par rapport à des pays comme l'Arabie Saoudite où la religion chrétienne, par exemple, est complètement interdite. Complètement interdite. D'ailleurs, ils ont décapité le week-end dernier 81 personnes pour des motifs de terrorisme. Bon, début mars de 2022. Début mars 2022. Bon, alors, ils ont été accusés d'appartenir à des groupes terroristes, mais disons qu'en Arabie Saoudite, vous êtes terroriste dès que vous n'êtes pas de la famille des Saouds. Donc, il faut savoir également que chaque minorité dispose d'un parlement. Chaque minorité dispose d'un représentant au Parlement à partir de 200 000 personnes. Il y a une seule exception qui est faite, c'est pour les Juifs. Ils sont à peu près 50 000 personnes en Iran, mais ils disposent quand même d'un député. Il y a une forte communauté juive à Téhéran, oui, notamment. On en trouve à Téhéran, à Ispahan notamment. Et donc là, on voit très bien que les accusations d'antisémitisme contre le régime iranien sont totalement infondées. Et sur ce Parlement, ce qui est important de notifier, que vous expliquez bien dans votre ouvrage, c'est que c'est un Parlement monocaméral. Donc on a une seule assemblée. On n'a pas une assemblée de sages, plus ou moins sages, comme en France avec le Sénat, ou d'assemblées locales. Non, il n'y a qu'un seul Parlement. C'est un Parlement national, donc, qu'on appelle Parlement monocaméral. Donc c'est semblable à la constitution de la Deuxième République en France. On avait aussi un seul Parlement. Mais cependant, on trouve également d'autres institutions qui sont là pour réguler le pouvoir. Donc nous pourrons citer parmi ces institutions le Conseil des gardiens de la Constitution, donc qui est similaire au Conseil constitutionnel français. Donc il s'agit de 12 membres qui sont nommés à moitié par le guide de la Révolution, et une autre moitié qui sont des juristes spécialisés dans divers domaines comme le droit, et qui sont quant à eux élus par le Majlis. Donc ils sont élus pour un mandat de 6 années. On distingue également l'Assemblée des experts. Donc, il regroupe 86 religieux élus au suffrage universel direct pour un mandat de 8 ans. Il est à noter que de sa première élection en 82 jusqu'à 1990 se trouvait une femme, Madame Monireh Gorgifard, qui figurait parmi cette assemblée d'experts, donc qui regroupe des moujtahid, on pourrait donner un équivalent, c'est un peu les polytechniciens du droit islamique. C'est le degré de connaissance le plus haut. On trouve également deux autres conseils. Le conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime, donc qui peut s'apparenter au Conseil d'État français, donc qui, quant à lui, va être nommé par Khomeini en 1987, qui regroupe les 6 faris du Conseil des gardiens de la Constitution, des dirigeants des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, auxquels s'ajoute une dizaine de personnalités qui sont nommées par le guide de la Révolution selon leurs compétences en matière de droit constitutionnel. Et ce conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime fait office d'arbitre en cas de désaccord entre le Majlis, le Conseil des gardiens de la Constitution, et l'Assemblée des experts. Donc c'est une institution qui est là pour trancher les différents désaccords qui peuvent survenir entre institutions. Et on trouve également le Conseil supérieur de la sécurité nationale, qui quant à lui définit la politique internationale de l'Iran et veille à la sécurité du pays en supervisant les forces armées. Et ce conseil est présidé par le président de la République. Ça me fait justement venir à une dernière question sur cet aspect constitutionnel. Il y a un élément qui est marquant dans cette constitution iranienne, c'est l'hostilité aux États-Unis, qui en devient presque une raison d'être. En fait, on a l'impression quand même que c'est un régime politique qui s'est créé aussi en opposition aux États-Unis. Et en fait, on se demande presque si demain les États-Unis venaient à perdre leur hégémonie, est-ce que finalement la République islamique d'Iran n'aurait pas perdu son meilleur ennemi ? En quelque sorte. Bon, déjà, il faut que l'hégémonie américaine disparaisse, c'est pas gagné. Et après, l'Iran sera certainement, la République islamique d'Iran sera certainement poursuivre ce travail de mémoire contre l'hégémonie américaine, donc ce qu'ils appellent la résistance. Et justement, la constitution de la République islamique, c'est bien plus qu'une simple opposition au régime américain. Elle définit elle-même dans son préambule, alors je cite, « L'État, du point de vue de l'islam, n'est pas issu de la position des classes ou de la domination d'un individu ou d'un groupe,
mais c'est une cristallisation de l'idéal politique d'une nation, de même religion et de même mentalité, qui s'organise pour que, dans le processus de l'évolution intellectuelle et idéologique, elle ouvre sa voie vers l'objectif final, la marche vers Dieu. Et alors, comme nous allons manquer de temps, je vais vous poser une dernière question plus sur l'actualité de l'Iran. L'actualité en Occident, c'est la guerre en Ukraine. Ça a été l'occasion d'autres troubles dans le monde, puisque plusieurs États profitent de la tension portée en Ukraine pour parfois commettre des méfaits. Ça a été le cas de l'Arabie Saoudite avec les exécutions. Et on a aussi eu un autre événement, c'est une attaque de Téhéran contre des positions israéliennes au Kurdistan irakien. Est-ce que cette opposition entre l'Iran et Israël peut trouver une solution? Quelle peut être la solution? La solution peut aussi bien être diplomatique que militaire. Toutes les options sont sur la table, c'est ce qu'aiment bien répéter les Américains. Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars a eu lieu une attaque balistique contre des positions du Mossad. Donc 12 missiles iraniens se sont abattus sur le consulat américain qui abritait en fait une base des services de renseignement du Mossad. Attaque dans laquelle 4 officiers seront tués et dont 7 autres seront blessés, dont 4 grièvement. Donc c'est une manière pour l'Iran d'envoyer à la fois un message à Israël, lui prouvant que l'Iran est capable de l'attaquer où qu'il se trouve, d'attaquer ses renseignements où qu'il se trouve, mais également une manière de mettre Israël dans l'embarras. Parce qu'Israël va devoir justifier les raisons de sa présence en Irak. Les Américains aiment beaucoup reprocher aux Iraniens de, je cite, déstabiliser la région, mais on se rend compte que les Iraniens ne sont pas tout seuls, on se rend compte qu'il y a des bases américaines, on se rend compte qu'il y a des bases israéliennes, et l'Iran se sent naturellement encerclé. On trouve également 4 bases du Mossad en Azerbaïdjan, donc au nord-ouest de l'Iran. Et par cette démarche, l'Iran attaque à la fois Israël sur un plan militaire, donc lui fait une démonstration de force, mais lui démontre également sa capacité à viser juste et à abattre son ennemi de manière efficace. C'est aussi un message envoyé à la communauté internationale, lui montrant que l'Iran est un pays à prendre au sérieux et à respecter. Malheureusement, on va manquer de temps, mais ça me permet de faire un lien avec un autre ouvrage que vous avez écrit. Vous avez écrit un livre sur justement les forces armées iraniennes. Oui, qui s'intitule « Comprendre les gardiens de la révolution islamique », qui est paru chez l'Harmattan. Donc c'est un livre multiple, j'ai envie de dire, puisqu'il traite du corps des gardiens de la révolution islamique, mais également de l'axe de la résistance, donc à savoir ce que l'on appelle les défenseurs du sanctuaire, c'est-à-dire les Iraniens, les Afghans, les Pakistanais et les Azerbaïdjanais chiites qui sont intervenus pour combattre contre Daesh en Syrie, avec le Hezbollah. Donc ce groupement de force s'intitule les défenseurs du sanctuaire, et je traite également dans cet axe de la résistance des forces irakiennes comme les Hashd al-Shabi, qui regroupent des milices aussi bien chiites que chrétiennes, quelques-unes sunnites, yézidis également, et kurdes. Et je traite également d'une biographie du général martyr Rassem Soleimani, qui est un personnage tout à fait méconnu en France, c'est bien malheureux. C'est lui l'ingénieur, le cerveau de la victoire contre Daesh. C'est lui qui a réussi à éliminer au sol Daesh en regroupant toutes les forces dans une coalition, principalement chiite, mais il y a également des chrétiens qui ont participé. Et c'est lui qui a permis d'anéantir Daesh au sol. Et une dernière question d'ouverture que j'ai l'habitude de poser. Quel est votre prochain projet d'écriture? Est-ce que ce sera encore sur l'Iran? Tout à fait, ce sera sur l'Iran. C'est un livre qui s'intitulera « Les Iraniennes, permanence et métamorphose de la femme en Iran », dans lequel j'aborderai l'histoire des Iraniennes, à la fois de l'Antiquité jusqu'à la République islamique. Et je traiterai notamment de cette question du kafché hijab et de la politique d'occidentalisation forcée. Merci beaucoup Morgan Lotz, on vous accueillera avec plaisir pour ce livre sur les femmes. C'est moi qui vous remercie. Et je répète, La Constitution de la République islamique d'Iran aux éditions Perspectives Libres.